Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette nouvelle capsule, nous allons voir comment positionner des contraintes avancées, des contraintes mécaniques pour simuler davantage les mouvements réels des différents mécanismes. Donc, dans la présente exemple ici, nous avons des blocs de déplacement qui peuvent se faire là, de façon longitudinale, monté sur une tige filetée avec deux sortes de filets. Donc, on a un filet à droite et un filet à gauche, de sorte que quand je vais faire pivoter ma vis, ben, mes deux blocs devraient coulisser en sens inverse. Alors, pour simuler ce mouvement-là, et on sait qu'on va se retrouver en glissement standard également, là, dans un premier temps, il faudrait que je vienne contraindre un des deux blocs avec la vis pour simuler l'effet de mon filetage. Alors, ce que je vais faire, je vais déplacer mon bloc ici à l'extérieur pour que je puisse bien voir mon diamètre de mon trou taraudé et de ma tige extérieure pour placer ma contrainte hélicoïdale qu'on connaissait déjà. Alors, dans mes contraintes ici, on sait que nous avons trois groupes de contraintes, les contraintes standards avec les contraintes de base, les contraintes mécaniques qui vont aider à simuler davantage des mouvements mécaniques, et les contraintes avancées qui sont également des applications différentes pour nos contraintes. Alors, si j'allais dans l'onglet des contraintes mécaniques, on va simuler ici l'effet hélicoïdal, qu'il y ait représentation de filetage, un vrai filet, pas de filet du tout, que les pièces se touchent ou non, ça a peu d'importance. Lui, ce qu'il va faire, il va relier le mouvement de rotation d'un élément avec un mouvement de translation d'un deuxième, et tant mieux s'ils sont agencés ensemble, ça va donner juste un meilleur effet de système vis écrou. Alors, dans ma contrainte hélicoïdale, je vais aller sélectionner mes surfaces cylindriques à l'intérieur du trou et à l'extérieur de ma vis. Il va me demander soit le nombre de révolutions par pouce. Donc, si j'avais pris la dimension de ma vis, je me serais rendu compte que, quoi qu'il me l'indique encore dans le bas de l'écran ici, c'est un diamètre de 5/8 de pouce, 625 millièmes de diamètre. Et le filet normalisé pour le 5/8, c'est du 11 filets au pouce, du 5811 UNC. Alors ici, mon nombre de révolutions par pouce, je peux lui dire simplement que je vais avoir 11 révolutions par pouce parce que j'ai un filet 5811 avec 11 filets par pouce justement. Dans le cas des filetages métriques, c'est peut-être plus pratique de prendre la distance par révolution ou est-ce qu'on connaît le pas dans la désignation du filetage. Alors je lui dis ici, je m'assure que s'il s'agit comme premier filet, de simuler un filet à droite ou à gauche et je lui dis simplement OK. Avec cette contrainte-là hélicoïdale, en tournant ma poignée de ma vis, j'ai pu relier l'avancement d'un bloc de 1/11e de pouce par tour de vis. Donc, si je tourne ma vis plusieurs fois, 11 fois, il va avancer d'un pouce et ainsi de suite. Si je veux que ça soit plus rapide, je peux également déplacer le bloc et en glissement standard, on sait qu'il va passer à travers tout, mais la vis, elle va tourner, elle, à ce moment-là, à chaque pouce de déplacement linéaire de 11 tours pour les relier ensemble. On serait porté à aller faire la même chose avec le deuxième bloc et de le mettre également en sens inverse, ce qui serait également fonctionnel. Mais dans ce type d'étau-là, où est-ce qu'on veut faire vraiment un serrage, là, ici, simultané, on va préférer utiliser un autre type de contrainte pour vraiment localiser mes deux blocs pour l'ouverture, pour avoir une ligne où est-ce que ça va se rencontrer pour faire le serrage à l'intérieur ici. Alors, dans mon assemblage, si je regarde les plans de départ de mon assemblage, le plan 3, entre autres, là, a été changé le nom pour l'appeler le plan Center. Et le plan Center, mais c'était organisé, c'était peut-être prévu ainsi, pour qu'il soit en centre de mon assemblage. Donc, moi, j'aimerais que ce plan centre-là soit le milieu de déplacement de mes deux éléments. Donc, avec ce plan centre ici, je vais plutôt utiliser une contrainte de symétrie. Alors, dans mes contraintes avancées, dans le groupe de contraintes avancées, je vais avoir la contrainte de symétrique ici, qui va me permettre de sélectionner mon plan de symétrie à même mon arbre de création dans l'écran graphique ici. Mon plan centre, ça va être lui. S'il n'avait pas existé, ben, j'aurais pu créer un plan de référence à cet endroit-là pour le fixer également. Donc lui, ça va être mon plan miroir. Et je vais sélectionner les deux surfaces qui sont opposées une à l'autre pour qu'ils
soit toujours à la même distance de mon plan de symétrie là, que j'ai sélectionné au centre ici. On a vu que les blocs se sont déplacés et sans mettre de contrainte hélicoïdale au deuxième bloc, mon deuxième bloc est entraîné par le premier parce que lui bouge encore avec la vis, donc je pourrais le faire également en tournant ma vis, et ils vont tourner de façon symétrique, donc comme si il y avait un effet miroir par rapport au plan qui était au centre. Donc, je viens de régler ici la position de croisement ou de rencontre de mes deux blocs et je les fais bouger de façon simultanée en sens inverse les deux. Il resterait peut-être un dernier truc à régler, la distance limite, toujours dans mes contraintes avancées. Alors, j'ai dans mes contraintes standards la contrainte distance fixe qui ne varie pas, mais dans l'onglet des contraintes avancées, j'ai la distance limite qui, elle, a une distance minimale et maximale à respecter. Donc, c'est peut-être la bonne surface ici. Alors, j'active ma contrainte. Je vais lui indiquer peut-être la distance entre ces deux surfaces-là ici. Et au minimum, j'aimerais que vienne un appui avec une distance minimale de 0. Ma valeur maximale, disons approximativement 3 pouces et demi. Et le troisième chiffre ici va indiquer la position actuelle de mon bloc par rapport à ma distance minimale et maximale. Ce chiffre-là, il est temporaire, c'est juste pour installer la contrainte elle-même. Elle doit se situer, par contre, entre la valeur minimum et maximum. Si je dis que le déplacement maximum est 3 pouces et demi, mais que je dois placer mon bloc à 5 pouces, c'est sûr qu'il y a un problème à quelque part. Alors, j'accepte simplement cette contrainte-là. Et maintenant, mon bloc va se déplacer entre la valeur 0 et 3 pouces et demi pour venir ici se croiser avec la contrainte symétrique et tout le temps en activant également la vis avec la contrainte hélicoïdale. Donc, avec ces 3 contraintes ajoutées à mon assemblage en plus des contraintes standards, ben, j'ai un mouvement d'assemblage qui ressemble plus à la réalité dans mes mouvements, puis quand il va arriver proche du bout ici, il va arrêter de tourner la vis parce que ma distance minimale de 0 est atteinte. Même s'il détecte pas le volume en tant que tel, il va quand même arrêter parce qu'il va avoir atteint la limite de sa distance. Une autre contrainte mécanique qu'on va pouvoir simuler ici, c'est donner l'effet d'une penture. Donc, la contrainte s'appelle contrainte pivot dans le groupe contrainte mécanique. La contrainte pivot va simplement mettre deux contraintes standards, donc une contrainte de coaxialité entre ces deux surfaces cylindriques-là et une contrainte de coïncidence entre ces deux surfaces-ci. Et en mettant ces deux contraintes-là, que j'aurais pu faire en deux contraintes standards, effectivement, mais ça vient mettre l'effet pivot, l'effet d'une penture entre les deux éléments. Ce qui est peut-être moins selon la réalité de l'affaire, c'est que la peinture passe à travers un glissement standard. Si je le mettais en dynamique structurelle ou encore en détection de collision, il pourrait voir qu'il doit pas le mettre, mais de façon de base, on avait vu qu'il tombait en glissement standard et il va passer à travers. Je pourrais placer une autre contrainte également avancée, qui est la contrainte de distance angulaire limite. Donc, on a vu la contrainte de distance limite, et juste en dessous, on a la contrainte angulaire limite. Alors, entre ces deux surfaces-là ici, entre celle-ci et celle-là, je vais inverser la direction, je pourrais venir placer un angle minimum de 0 degré, aller jusqu'à une ouverture de 90 degrés. Donc, entre ces deux surfaces-là, maintenant, ben, à cet angle-là, ça arrête, puis à 90 degrés, ça arrête aussi. Donc, je pourrais le mettre peut-être sur 20 degrés dans un sens et 320 de l'autre, mais je m'en viens quand même limiter le déplacement d'une porte de saloon ou d'une porte de frigidaire, là, ou d'un réfrigérateur, si j'avais mis la modélisation de cet assemblage-là, ou encore différentes pentures d'un coffre au trésor là, pour ouvrir le couvercle, ou toutes les boîtes électriques là, qu'on pourrait ouvrir avec une penture. Donc, je pourrais également limiter le déplacement d'ouverture angulaire au besoin.
Dans ce type d'assemblage, j'aimerais maintenant simuler l'effet du cam ici quand il passe sur la tige poussoir. J'aimerais ça que la tige poussoir, bon, c'est qu'en glissement standard, elle se préoccupe pas de grand-chose, mais j'aimerais ça que le mouvement du cam avec la bosse dessus puisse faire varier la position de ma tige poussée et avoir un effet de rappel également pour la maintenir tout le temps. Alors, dans mes contraintes mécaniques, on a une contrainte qui va me permettre de simuler ce genre de mouvement-là. Elle s'appelle la contrainte cam, qui va me demander de sélectionner le chemin de cam, qui est une surface sur le contour de les différentes surfaces de cam. Il va faire le tour de ces surfaces-là lui-même en sélectionnant une. Et après ça, il me demande de sélectionner la surface du contre-cam, qui dans ce cas-là va être la surface plane qui est ici au bout du poussoir. Et on a vu que automatiquement, il est venu se positionner en contact ensemble. Alors, si j'accepte cette contrainte-là, en faisant déplacer le cam ici, on voit qu'il va tenir compte du chemin de déplacement de la bosse quand elle passe en dessous. Et il y a un rappel, comme s'il y avait un ressort en dessous de la tête ici. Donc, la contrainte cam va me permettre de vraiment simuler le déplacement. Vous allez remarquer également qu'il y a un petit décalage là avec le contact. Entre le point, la valeur minimum et maximum, là, il y a quelque chose qui se passe. Puis entre les deux, ben, c'est un petit peu bizarre la manière qu'il traite ça. À cause de la surface plane ici de la contre-cam, lui, le mieux qu'il va pouvoir faire, c'est d'interpréter le point de tangence. On voit que le point de tangence du rayon ici, il descend. Puis là, ben, il est rendu ici le point de tangence avec le plus grand rayon. Donc, si j'avais une surface plus petite, j'aurais eu un contact plus serré, plus près. Mais c'est quand même une très belle simulation de cette contrainte-là, dans ce cas ici, pour simuler les effets du cam avec un ressort qui n'existe pas encore dans cet assemblage-là, pour faire sortir et rentrer là, le bouton poussoir. Deuxième exemple d'une contrainte avec cam. Donc ici, on aurait un cam avec la bosse en quart avec le contact avec une espèce de levier à bascule qui viendrait pousser sur une soupape d'ouverture et fermeture. Alors, on aimerait ici avoir un contact. On voit que le contact n'est pas un plateau comme le premier exemple, mais plutôt une surface cylindrique. Alors, en mettant ma contrainte de cam, contrainte mécanique, ma surface de... c'est pas celle-là. La surface du chemin de cam, c'est une de ces quatre surfaces-là. Et la surface de contre-cam va être la surface ici, qui est cylindrique. Donc, en ayant un contact avec une surface cylindrique, ça me donne juste une ligne de point d'appui et ça ne fera pas le même effet que tantôt. Donc, quand le cam va passer, il va toujours être en contact parce que j'ai pas une surface plane qui vient à l'intérieur. Donc, le mouvement est un peu plus réaliste à ce moment-là, puis il est même très réaliste. C'est pas mal comme ça que ça va se passer dans le mécanisme réel. Maintenant, pour le faire activer également la soupape ici, on va ajouter une contrainte standard, simplement une contrainte de tangence entre la surface plane, une surface qui était sélectionnée, entre la surface plane ici et la surface arrondie qui est là, pour garder le point de tangence tout le temps et ainsi avoir un mécanisme qui va faire l'ouverture de mes soupapes grâce à ma contrainte de cam. Donc ici, la bosse passe et le contact avec la contrainte de tangence qui me permet de ouvrir et de fermer la soupape et de simuler également l'effet d'un ressort, même si je n'ai pas de ressort. Alors voici pour les premiers exemples de contraintes avancées et mécaniques. Je vous invite à visualiser également la deuxième capsule pour la suite des contraintes.